Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le deuxième numéro que l'on consacre à la bande dessinée Frontier, le nouveau titre de Guillaume Singelin qui, à l'heure où on enregistre ce podcast, vient de paraître ou va paraître tout prochainement au label 619 chez Rue de Sèvres. Et donc, si vous avez écouté le premier épisode de ce podcast qui était vraiment du making of en amont, vous saviez, voilà, que on avait envie de parler juste du process créatif. Et donc là, on va retrouver Guillaume pour parler de la BD dans le fond, vraiment. C'est-à-dire qu'on va aborder les personnages, les thématiques, l'histoire. Donc, bien entendu, il sera préférable que vous ayez lu la bande dessinée avant d'écouter ce second épisode. Par contre, le premier, vous pouvez y aller. Il y a zéro spoiler de rien du tout. Blacky, Guillaume Singelin, tu es avec nous. Tu es de retour. Coucou. Salut Arnaud. Tu es bien, là? Tu as l'air plus reposé que la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais, je suis moins dans le mal, moins dans le stress du travail. Donc, puis là, c'est bientôt la sortie, donc c'est plus excitant. Ouais. Il y a quelque chose, oui, c'est ça. On l'avait un petit peu évoqué, mais t'as déjà eu des premiers retours en plus qui sont quand même assez positifs. Ouais, c'est les premiers retours à quelques personnes et des proches qui ont pu lire le bouquin. Donc, ouais, c'est stimulant, c'est cool d'avoir ces avis, ça. Forcément, on est toujours un peu en stress avant une sortie. On se dit est-ce qu'on s'est loupé ou pas, et finalement d'avoir quelques retours bienveillants, en tout cas, ça fait du bien, ouais. Et puis ça fait quoi d'avoir le bouquin imprimé dans ses mains quand t'as bossé sur la maquette, tu savais à quoi ça allait ressembler, mais une fois qu'il est réellement imprimé, c'est toujours pas comme au premier bébé, on va dire. À chaque fois, ça te fait quelque chose ou tu commences à te lasser un petit peu de Non, c'était hyper bien. Moi, je sais que quand UCF m'a appelé, ils m'ont dit c'est bon, on a reçu les premiers exemplaires sur place. Bah, j'ai directement couru dans les locaux pour aller récupérer un exemplaire parce que j'étais trop curieux de le voir. Surtout que effectivement, tu vois là, il est différent, le format est différent, hein, la maquette est différente. On a testé des choses aussi sur le logo, sur les pantones, sur les argentés, sur lesquels on n'était pas sûr en fait à la base. Donc j'étais hyper curieux et c'est vrai que le grand format aussi ça change beaucoup. Moi à la base le projet je le pensais en plus petit format. Ouais, ça on l'avait dit, ouais. C'est ça, donc on a changé entre-temps et finalement le voir en grand, bah c'est cool de découvrir ça. Donc ouais, non, moi c'était presque, tu vois, j'avais récupéré mon bouquin et c'est bon pour moi, c'était fini, tu vois, c'est bon, j'avais mon cadeau et limite si le bouquin il sort pas, c'est pas grave, c'est bon, j'ai mon livre. Ouais, non, bah écoute, on va leur dire, hein. Faut voir la gueule du tirage, mais bon, ça va faire beaucoup à pilonner quand même. Guillaume. Je me rappelle que le dernier podcast qu'on a fait, d'ailleurs je m'excuse aux auditeurs, auditrices, j'étais particulièrement le nez bouché, c'était horrible et en le réécoutant je me dis mais ça va être les gens vont capter, ils ont l'impression que je parle du nez, donc j'espère que on était en hiver. Hein, ouais, c'était vraiment, ouais, mais vraiment j'ai réécouté, c'était affreux. Et donc, on est sur de la SF. Tu nous as un peu expliqué que c'était des personnages que tu griffonnais depuis 2013, donc et que tu faisais évoluer au gré de tes envies et que tu essayais en fait voilà de développer, de construire tes personnages et tes intrigues là-dessus, en fonction surtout de tes envies de dessin. Donc voilà, ça c'est pour résumer un petit peu la partie création. Mais justement par rapport à la science-fiction, qu'est-ce qui te plaît maintenant dans ce registre en fait? Est-ce que tu peux nous parler vraiment qu'est-ce que ça t'apporte la science-fiction en tant que registre de fiction? Qu'est-ce que ça permet de faire? Bah, moi la science-fiction c'est un genre que j'apprécie vraiment en tant que spectateur, lecteur. Enfin, tu vois, j'ai grandi avec des films comme Alien, il y a plein de jeux vidéo que j'ai fait, c'était souvent des jeux de SF, des trucs comme ça. Donc c'est toujours été un genre qui m'a plu. Tu vois, les Battlestar Galactica, c'est pareil, c'est des trucs qui me plaisaient beaucoup. Et c'est vrai que quand on s'approche de la SF en termes d'écriture, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire avec la SF? Moi, déjà, comme je le disais avant, il y a le côté graphique que moi j'aime beaucoup, tu vois. Basiquement, dessiner des vaisseaux, dessiner des intérieurs, dessiner des combinaisons, c'est un truc qui me plaît. Et c'est que ça permet de créer un univers de fiction, vraiment, de toute pièce. Et je trouve qu'il est plus facile de parler enfin, c'est un peu le cliché quand on parle de la SF, mais de parler de notre époque, à travers un univers de fiction futuriste, tu vois. Pour quel cliché. Vraiment, c'est une consensualité, ça, monsieur Singelin. Vraiment. Mais ouais, mais c'est un peu ça le truc. Et c'est vrai que une fois je me pose la question, par rapport à la fantasy. Si je devais écrire de la fantasy, j'aurais du mal à moderniser vraiment le ton ou y mettre des thématiques, on va dire, modernes. Parce que pour moi, j'ai une vision encore qui est très classique de la fantasy. Alors, même si je pense que justement, il y a des contre-pieds hyper intéressants à faire. Mais en tout cas, c'est vrai que la SF, en fait, ça peut faire un univers imaginaire, donc suffisamment libre, de pouvoir partir dans pas mal de thématiques, de s'affranchir de certaines logiques réelles.
tout en restant hyper actuel et hyper proche de notre époque, quoi. Dans l'histoire, Frontier, ça se passe sur un système avec une Terre, mais c'est pas notre système solaire en fait. C'est comment on crée ce système-là. Alors. C'est vraiment une décalque de notre système solaire, mais je voulais effectivement pas que ce soit le nôtre, dans le sens où je voulais me permettre des libertés sur les planètes qui allaient être visitées, même sur les nations qui sont mises en jeu, même si justement on parle quasiment pas de pays dans le bouquin. Et je voulais aussi pas que que notre réelle histoire de la conquête spatiale soit forcément ait de l'importance dans Frontier et que je dois me créer un récit quasiment historique en fait, tu vois. Je voulais pas faire un truc historique, je voulais pas avoir de contraintes sur des logiques de sciences, de géographie, même si beaucoup de trucs s'inspirent très fortement, hein, mais ça permet en fait d'être un peu plus libre et de pouvoir partir dans des vraies réflexions autour de la narration et peut-être moins non pas se prendre la tête sur le côté historique, c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas là c'était pas le but, c'était pas de me dire ok, il faut que je cale bien l'histoire par rapport à la grande histoire avec un grand H par rapport à Frontier. Non, là justement j'enlève ça et comme ça je peux aller vraiment comme je veux sur le projet, quoi. Parce que tu sais que si un astrophysicien s'intéresse en fait un peu à ta carte de l'univers au début et qu'on extrapole les distances avec la taille du soleil que t'as mis, et la Terre elle est cramée, hein. Ouais, mais et les planètes devant c'est encore pire, quoi. Mais personne il peut vivre dans ton univers. Je me demande si j'ai pas marqué que les échelles étaient fausses sur la carte. Si, oui, t'as mis que tout était je sais plus si c'est faux ou j'ai la tournure exacte, mais effectivement tu l'as noté. Non, mais c'est laisse-moi te titiller là-dessus. C'est un truc mais en plus moi c'est vrai que quand j'ai fait ma première carte je l'avais pas pensé effectivement. Et puis à un moment Ron il me fait alors soit ton soleil il est minuscule, soit il est beaucoup trop gros, enfin voilà, effectivement il m'a dit ouais non, ça marche pas. Échelle non représentative. Voilà. Ça c'est l'astuce. Mais parce qu'en plus j'ai essayé après de refaire ma carte à la bonne échelle. Mais du coup, c'était ridicule parce que du coup, on avait la page était recouverte d'un soleil et t'avais des petits poids autour, donc bon, c'était pas très graphiquement, c'était pas très intéressant pour ce que je voulais montrer, quoi. Très bien. Et ces planètes-là, tu les construis comment en fonction juste des paysages que tu as envie de dessiner? Alors, c'est vraiment une planète, un biome, une ambiance ou une scène d'ailleurs par rapport à la construction de ton scénario. Je les ai pas forcément. Parce que tu aurais pu dire. Il y a assez de paysages variés pour qu'au final, ça aurait pu se passer tout le temps sur Terre, par exemple, tu vois. Oui, tout à fait. Je les ai pas forcément pensé en un biome façon Star Wars, tu vois, parce que justement, quand ils voyagent comme sur les planètes principales, en fait, on voit quand même des paysages assez différents. Après, j'ai pas forcément creusé ce côté logique de planète. Je me suis pas inspiré de vraies situations réelles, tu vois. Pour moi, c'est des sortes de planètes, c'est un peu des mini-terres, en fait, qui sont autour de la Terre principale. Mais j'avais envie en tout cas d'avoir ce côté de voyage dans le système solaire pour que ça raccroche au propos, parce que si tout s'était passé sur Terre, ça va pas raconter du tout la même chose. Donc mais après elles sont assez floues comme sur leur côté histoire géologique de chaque planète. Je me suis pas dit non, il me faut une planète de lave, une planète très sec et tout. Non, c'est quand même plus libre et c'est plus lié à l'interprétation des gens, tu vois. Ils vont se faire une image sur un fragment qu'on va voir dans l'histoire, ils vont se faire une image de la planète globale, quoi. Ouais, d'accord. Mais tu t'es aussi limité en nombre pour pas que ce soit trop complexe par rapport au lecteur, parce que même si on a une carte au départ, tu peux aussi dire qu'après quand ça passe de scène et que les personnages évoluent d'une planète à l'autre, se dire merde, attends, où est-ce qu'elle est celle-là, est-ce que ça a une importance ou pas, est-ce que c'est aussi des données que tu prends en compte quand tu bâtis l'univers de Frontier. Ouais, moi je voulais que ça reste quand même déjà je voulais que ça soit réduit dans le sens où j'avais pas envie que mes personnages ou même que l'univers technologique de Frontier soit un truc où ils puissent se déplacer de manière aussi facile d'une planète à une autre en un claquement d'œil ou même de partir carrément sur un autre système solaire à côté, tu vois. Ça restait un truc assez petite échelle malgré tout. Et effectivement après en termes de narration, c'est quand même plus simple de rester sur une ou deux planètes et pas non plus trop varié, parce qu'effectivement on poissit pas, mais moi je prenais mes pertes, donc faut rester assez simple, quoi.
Parce que si là, je te demande, c'est la combienième de planète de ton système solaire au hasard sur une des trucs, tu saurais la situer? Non, pas du tout. Le mec connaît même pas par cœur son propre univers. Je pense que ce podcast pourra montrer la fraude que tu es, Guillaume Singelin. Mais je déteste le lore en général dans les univers, donc. C'est vrai? Ouais, moi je le fais. Je fais du lore flou en fait. C'est vraiment. Ouais, c'est ça, mais parce que quand tu passes de PTSD où t'es dans une ville à frontière où là tu es sur plusieurs planètes, plusieurs stations, plusieurs vaisseaux même, tu te compliques du coup vachement la tâche si t'aimes pas faire ça. Ouais, mais c'était un peu le défi aussi. Hein. Je sais plus si on en avait peut-être pas un peu parlé. Oui, que tu aimes te challenger. Hein, et puis je voulais avoir plusieurs persos principaux et je voulais que ça voyage. C'était les deux défis. En fait, je voulais qu'on change d'espace, de lieu régulièrement quand même. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est une approche hard SF que tu as eu là-dessus? Est-ce que tu t'es un peu renseigné justement? Tu disais que tu voulais pas non plus qu'un astrophysicien t'emmerde en lisant la BD en disant mais ça c'est pas possible. Mais il y a quand même des scènes, notamment des scènes de crash en fait, d'explosion dans l'espace, où clairement on sent un peu une inspiration type Gravity et de trucs assez réalistes en fait sur les implications de en fait ça veut dire quoi, même un stylo qui est en orbite à la vitesse où ça va, en fait ça peut faire d'énormes dégâts sur l'habitacle d'un autre vaisseau. Ouais, moi de toute façon c'est clairement la direction que j'ai pris, hein, c'est vraiment le côté hard SF. Non pas hard SF dans le sens vraiment ultra scientifique du terme, en sens où il faut que tout soit logique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais plus dans le sens où ça paraît crédible par rapport à ce qu'on connaît nous en fait. Je veux pas rentrer dans les détails, mais on va y aller de toute façon. Hein. Non, je veux dire dans les détails, tu vois, techniques, tu vois, je veux pas expliquer effectivement la rotation, à telle vitesse, machin, et trucs comme ça. Mais par contre, je veux qu'on ait le feeling de se dire, ok, ça peut être de l'art SF en fait. Et je voulais pas justement aller dans le truc space opéra ou même tu vois des créatures aliens, ça tu l'avais dit, ouais. Des galaxies complètement fantasques, tu vois, c'est pas Guardian of the Galaxy, c'est vraiment un truc, c'est Gravity finalement. Ouais, c'est plus ça qui t'approche, mais justement c'est qu'en fait t'as l'exploration qui est très présente là-dedans. Est-ce que c'est aussi une science-fiction un peu, on va dire, naturaliste alors que t'essaies d'avoir dans ton approche? Est-ce que tu veux parce qu'au final, cette exploration-là, elle aurait pas besoin le destin de ces personnages et cette exploration, elle aurait pas besoin de se faire forcément sur différentes planètes. Ça aurait pu aussi être une histoire de voyage et de rencontres sur Terre, tout simplement. Ouais, mais justement, ce sont des retours que j'ai eu un petit peu là, un peu en avance. Il y a des gens, ils m'ont dit, c'est presque pas de la SF en fait, parce que le récit est. Ça dépend par rapport à l'image que tu te fais quand on te dit SF ou pas, quoi. Mais finalement, c'est presque pas de la grande SF, on va dire. C'est pas un truc avec des grands enjeux, des galaxies, tout comme ça. C'est vrai que ça, moi, une des inspirations, c'est quasiment le western, en fait. J'aurais pu, je pense, écrire Frontier dans l'Ouest américain pendant la rue vers l'or. Ça aurait été à peu de choses près quasiment la même histoire. Il aurait fallu modifier 2-3 trucs, mais c'est des ressources minières, c'est des gens qui vont dans un territoire qui est un peu nouveau, qui est un peu connu mais un peu nouveau. Donc ouais, ça aurait pu se dérouler sur une région tout simplement. Donc c'est vrai que le côté SF est finalement est très visuel déjà. Et c'est plutôt pour ça, quoi. Ouais. C'est plutôt pour toi, pour t'amuser vraiment à faire donc les vaisseaux que t'as envie de faire, de dessiner tes personnages en tenue de cosmonaute. Et de dessiner un petit singe en tenue de cosmonaute aussi. C'est ça. Quoi. Mais c'est aussi parce que moi, ce que j'aime bien dans les récits de SF, c'est quand justement, des fois, il reste à l'échelle humaine. C'est presque plus ça qui va me marquer que de me dire, c'est trop bien, il a créé 3 systèmes solaires qui fonctionnent avec 2 lunes, machin et tout. Ça, je m'y perds, j'arrive pas à comprendre je vois l'intérêt, mais moi, ça me touche pas. Par contre, quand ils arrivent à me décrire des personnages cool dans une grande histoire de SF, c'est des personnages qui vont vraiment me parler, quoi. Donc, j'ai fait ça un peu à l'extrême. C'est les persos avant tout et. Ouais, ça, on le remarque. Finalement, l'univers est très flou pour que chacun puisse y mettre un peu ce qu'il veut, quoi. Mais c'est justement ça, parce que tu disais juste avant qu'il n'y avait pas de grands enjeux, on va dire, mais je serais pas forcément d'accord dans cette notion, mais qu'est-ce que tu définis vraiment pour toi? C'est quoi l'enjeu d'une histoire, en fait? Qu'est-ce que ça doit raconter? Parce que, effectivement, il n'y a pas de galaxie à sauver, il n'y a pas de trou noir qui va tout dévorer, mais t'as quand même 3 personnages qui ont un destin, qu'il arrive des choses. Et même si ce sont pas des chosen ones qui doivent sauver quelque chose, il y a quand même, en fait, des enjeux. Et peut-être que, limite, tu te sens plus impliqué en fait dans ce qui leur arrive parce que t'es au plus proche d'eux que si jamais ça avait été justement un trope, un personnage bardé de poncifs et tout ça. Ouais, c'est complètement ça, quoi. C'est vrai que quand je dis il y a pas d'enjeu, c'est vraiment par rapport au cliché. C'est pour essayer de mieux vendre ta BD, en fait. Tu sais c'est une BD, il se passe rien, pas grand chose. Bon, non, c'est dans l'espace, mais sinon pas ouf, quoi. Ça se fait chier. Non, mais c'est vrai que moi, tu vois justement le côté grand enjeu, comme
peut imaginer d'un space opéra ou même tu vois d'un blockbuster, effectivement, tu parlais de personnages élus ou de fin du monde et tout à sauver. En fait, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et l'idée, justement, c'est de se dire, avec des gens normaux à notre échelle, sur lesquels on pourrait se projeter, justement, quel est l'enjeu pour ces gens-là? Et en fait, il peut être tout aussi grand. En fait, il est plus émotionnel, il est plus introspectif et il est plus personnel. Mais ça reste des grands enjeux parce que c'est ce qu'on vit de nous tous les jours. Enfin, chaque personne sur Terre a vit son enjeu à son échelle humaine et c'est hyper important. C'est comme ta vie que tu joues, que tu mets en jeu. Donc c'est plus ça que je voulais mettre en avant. Et effectivement, moi, je trouve que tu vois, s'il y avait une galaxie à sauver, en fait, je trouve que tu perds vachement en fait du côté humain et j'y crois plus. En fait, moi, j'arrive pas à me projeter dans des personnages qui sont des élus ou des ou qui doivent sauver la planète. Tu vois, ça, je trouve ça trop grand pour une personne. Donc, ça me paraît plus crédible en fait. J'arrive plus à y croire. D'accord. Comment t'as construit tes 3 personnages principaux? 4, disons, mais les 3 qui sont doués de parole. Donc, Jisoo, la scientifique, Alex l'ouvrier et Kamina, la mercenaire. L'idée, c'était vraiment d'avoir 3 persos qui sont différents en termes de caractère et en termes de position dans l'univers. Enfin, leur but premier est chacun différent en fait pour apporter un angle différent en fait sur l'histoire. Donc c'était vraiment ça. C'est vraiment tu marches vraiment comme une sorte de tu fais un peu un cahier des charges et te dire ok, tous mes persos doivent être un peu différents pour qu'ils aient des trucs à se raconter, des trucs à se confronter. Donc déjà, ça c'était important. Après c'était de voir un peu j'avais en tête cet univers de petits systèmes solaires qui subit une conquête minière. Et du coup, je m'étais dit justement quels sont 3 points de vue qui peuvent être intéressants dans cet univers-là et comment justement les combiner. Donc c'est vrai que Jisoo va vraiment représenter le côté scientifique. Moi, c'était un peu le premier personnage aussi que j'avais en tête. Je pense elle a des aspects qui me ressemblent sur le côté peut-être parfois un peu à ruminer sans forcément agir et en même temps passionnée par un sujet. Et elle fume. mais non, mais c'est un peu le premier personnage qui est vraiment sorti. Et donc voilà, c'était en fait quand j'avais ce personnage un peu scientifique, un peu désabusé, je me suis dit qu'est-ce qui peut contraster avec ça. Et Alex, c'est un peu l'antithèse. C'est un personnage qui justement se laisse un peu porter par sa condition et en même temps qu'il accepte assez facilement, jusqu'à un certain degré dans l'histoire, mais en tout cas qui est pas du tout dans la révolte au début. Là où Jisoo, et puis il y a ce côté un peu où moi ce que j'aimais bien, c'est que elle est peut-être parfois un peu pédante avec sa culture, son éducation, là où lui c'est un mec plus qui va incarner un ouvrier qui n'a fait que ça de sa vie et qui pourrait être pris de haut. Donc je trouvais ça bien que les 2 personnages justement puissent se confronter par rapport à ça. Et puis Kamina, c'est un peu au début c'est un peu le personnage fonction, c'est un peu le personnage qui amène de l'action aussi dans l'histoire, parce que je voulais quand même je voulais que ça bouge, je voulais qu'il y ait un peu d'intensité. Donc c'est un peu ce personnage qui apporte ça. Et mais à contrario, je voulais que ce soit un personnage qui soit vachement plus positif et insouciant, alors que c'est celle qui a le poste le plus agressif et meurtrier, parce qu'elle est mercenaire. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un petit contraste sur ce personnage-là comme ça. Et finalement, au fur et à mesure, les 3 persos sont créés comme ça par contraste et par interaction. Et puis, ils sont aussi beaucoup développés au fur et à mesure de l'histoire. Je pense que si tu m'avais demandé au tout début du projet, je t'aurais décrit sûrement différemment les personnages, quoi. Ils ont aussi beaucoup évolué au fil de l'écriture. Ouais. À force de les dessiner aussi, tu les comprends aussi un peu mieux, tu vois un peu mieux leur caractère, à quoi ils peuvent vouloir accéder aussi en termes de besoins et de besoins inconscients et conscients. Donc moi j'aime bien, tu vois, me laisser un peu de marge. Donc ils sont créés un peu au fur et à mesure des pages aussi, quoi. Kamina qui perd un bras, c'était une envie de design aussi, pour faire un peu de robotique ou de une petite touche de cyberpunk dans le lot. Ouais, il y a ça, c'est un peu ma June de PTSD dans le futur. Donc au lieu de perdre un œil, par un bras, il y a dans PTSD, c'était très inspiré aussi des jeux de Metal Gear Solid. Donc il y a aussi le bras robotique de Solid Snake, de Snake, Big Boss dans le jeu.
Et effectivement, ça apporte aussi ce côté un peu cyberpunk, qui est un autre univers que j'aime beaucoup. Et en fait, je trouve que les deux, la SF et le cyberpunk peuvent se combiner très facilement. Donc, c'était bien de mettre par soupçon ce côté un peu début de transhumanisme, ou en tout cas de technologie liée à l'humain, quoi. Après, on parle de cyberpunk, mais justement, le genre du cyberpunk, c'est souvent quelque chose d'assez dystopique où en fait, on voit les choses en noir et en néon. Là-dedans, on n'y est pas du tout. Alors, t'as quand même une forme cette grande corporation, enfin ces grandes corporations qui pillent les ressources naturelles, effectivement. Mais je sais pas est-ce que tu serais d'accord si on qualifie ton récit de solarpunk, par exemple, dans le sens où on est quand même sur la recherche justement d'un contre-modèle par rapport à celui des méga sociétés qui cassent tout. T'as quand même un message super important sur le fait de se construire en micro-sociétés et d'essayer de faire des choses ensemble. Et donc voilà un message et ça je le disais en conclusion du premier épisode, qui est vraiment très positif en fait, très optimiste par rapport à ce dont on peut avoir l'habitude dans ce type de récit. Ouais, mais c'est vrai que ça vient un peu tout seul, hein, ce message-là, parce que moi je suis très pessimiste, tu vois, sur ce qui se passe en ce moment dans notre monde, et on va dire que la BD, ça permet aussi un peu de se projeter dans un truc un peu plus de parler de ce qui va pas bien, et en même temps des fois de se projeter de manière un peu, est-ce que c'est naïf ou pas, je sais pas, mais en tout cas de se projeter dans un truc un peu plus positif. Et c'était aussi, je voulais pas avoir un récit qui soit vraiment sombre et qui devienne de plus en plus sombre au fur et à mesure des pages, parce que même tout bêtement, en fait, je sais pas comment j'aurais conclu mon histoire, tu vois, si ça avait été aussi darkness. Alors que là, je trouve que ça permettait, sans même se dire est-ce que je vais être positif ou pas, en fait, ça permettait d'explorer un peu cet univers-là et de montrer plusieurs facettes. Je pense que c'est sûr qu'on vit dans une société où on est de plus en plus sous des grosses corporations et tout, mais je pense qu'il y a plein de choses aussi positives qui se passent dans notre monde, sauf qu'on en parle aussi beaucoup moins aujourd'hui, et le fait que le récit puisse naviguer dans différents types de sociétés, différents types de modèles, c'est aussi montrer que en fait l'humain on n'agit pas de manière binaire, enfin qu'une humanité n'agit pas de manière ultra binaire, genre une seule voie, et que t'as des gens qui partent un peu dans différentes directions. J'aurais pu, si j'avais plus de pages, peut-être j'aurais pu explorer d'autres types de sociétés, plus ou moins positives ou pas. Là, j'essaie un peu. Alors, bien sûr, c'est forcément ça. Le récit se clôture un peu sur cette nouvelle société un peu plus collective. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais le temps, j'aurais montré aussi qu'elle peut avoir des aspérités, qu'elle est pas parfaite non plus aujourd'hui. T'essayes de l'avoir de façon plus générale, parce que même sur des idées où on semble comprendre en fait ce que t'as envie de dire, t'apportes toi-même en fait le contre-pied de ton propre discours, et que tu veux donc en fait tu verses pas dans le manichéisme, en tout cas, ou dans une seule opinion. Je prends par exemple justement l'idée de la flore qui est recréée sur la station, donc dans le deuxième tiers de l'album, où ça empêche pas en fait de vouloir à la fois créer, de vouloir sauvegarder des espèces et en découvrir de nouvelles, tout en essayant de faire du business, de faire du business avec. Ouais, moi je trouve ça toujours bien de contrebalancer un peu les situations, c'est parce que effectivement non, ça reste quand même ces personnages restent quand même dans une société de commerce et d'échange, donc en fait c'est toujours trouver un peu l'équilibre. En fait, c'est vraiment ça ce que cherchent aussi les personnages, hein, c'est vraiment se trouver un peu un équilibre de bien-être, sachant que tu auras toujours un peu des mauvais côtés, des bons côtés, tout comme les corporations. Dans la première partie, quand on est dans ce grand vaisseau briseur d'astéroïdes, je voulais pas montrer que ce soit une dictature non plus, tu vois, en mode tout le monde est en rang, quasi prison spatiale, tu vois. Non, ça reste comme une communauté qui vit ensemble, il y a des bons moments, il y a du positif dans cet univers qui est hyper dur, mais voilà, tout est pas noir ou blanc, et en fait je trouve ça plus marrant justement de mettre un petit de contrebalancer, parce qu'en fait c'est même moi dans mes convictions, tu vois, c'est de me dire je pense pas avoir la bonne parole, donc justement c'est bien de me remettre aussi en question sur certains trucs. Alors ça peut peut-être faire un peu centriste, tu vois, de dire genre je sais jamais où mettre, et puis finalement tout est bien, tout est mal. Suisse. Mais
Mais en tout cas, je trouve ça intéressant pour la réflexion, en fait, de toujours un peu contrebalancer ce qu'on raconte dans une histoire, quoi. Parce que toi, tu veux inviter les gens à réfléchir alors sur l'exploitation des ressources, sur le traitement, enfin la cause animale, notamment sur tout un aspect écologique aussi. Donc c'est des choses qui forcément te parlent à toi. Ouais, complètement. Ouais, non, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont assez, moi je trouve assez obvious, tu vois. C'est vraiment, mais qui sont, je trouve, toujours importants et d'autant plus aujourd'hui. Enfin, ça s'arrange pas. Et, moi, c'est vrai que les questions écologiques, je les ai en tête depuis que je suis tout petit, tu vois. Donc, parce que par rapport au travail de mon père, mais qui faisait quoi ou qui fait quoi? Qui bossait au ministère de l'Environnement, en fait. Donc, d'accord, ok. Protection des zones littorales, des trucs comme ça, pour sauvegarder tous les coins de nature. Donc, tu vois, pour moi, ça a toujours été un sujet important et en même temps basique, tu vois. Pour moi, c'est logique, tu vois, de se dire en tant qu'humain, on doit protéger des lieux de nature qui le méritent. Et c'est vrai que c'est toujours bizarre de se dire qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui se disent non, l'écologie c'est pas encore si important, ça reste un truc secondaire et tout. Donc en fait, finalement, en parler maintenant, en fait, ça a pas. Je me dis, ça vaut toujours le coup d'en parler maintenant, quoi. Le sujet est toujours pas. Enfin, en tout cas pour moi, il est toujours pas aussi. Enfin, il devrait être imprimé, il devrait être logique de penser comme ça, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Après, moi, je veux pas non plus balancer mes idées en disant j'ai raison. C'est ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que j'aime bien contrebalancer aussi un peu mes convictions, quoi. Oui, après tu pourrais très bien juste asséner tes idées dans le bouquin et entraîner la discussion de cette façon, et après que les gens te disent en retour, effectivement tu dis ça dans cette bande dessinée, moi je suis pas d'accord, et que quelqu'un te dise en retour, je suis pas d'accord. Ouais. Mais je pense que ça c'est bien effectivement quand tu peux discuter avec les gens après coup. Mais donc pas sur Twitter. mais pour moi la BD c'est avant tout j'aime bien me dire, c'est une sorte de dialogue asynchrone, en fait. C'est que moi, je raconte des trucs et les gens vont cogiter dessus et ça va créer justement cette espèce de dialogue. Et si mon histoire, elle a une vision, il y a un discours trop brut, trop frontal, trop unilatéral, je suis pas sûr que les gens ont envie de, entre guillemets, discuter de ça avec moi, tu vois. Là où justement, j'essaie de mettre toujours un peu des contre-pieds, de nuancer ma réflexion, c'est pour que les gens ça les fasse réfléchir et que eux aussi puissent nuancer leur réflexion, quoi. Le but c'est pas de faire un conflit, soit d'être ultra d'accord 100% ou d'être 100% en désaccord, c'est plus qu'on réfléchit ensemble, quoi. De toute façon, si j'avais pas été d'accord avec ta BD, je ne t'aurais pas invité dans ce podcast, tu t'en doutes bien. Après, je te poserai aussi des questions sur des interprétations que j'ai eues. Tu pourras me dire ce que tu en penses. Mais aussi au travers de l'évolution et du parcours de tes personnages. Je sais pas si on peut dire que tu parles aussi juste de questions vraiment très existentialistes que chacun a dans sa vie, c'est-à-dire de pas trouver sa place dans une société, dans une structure sociale, de pas savoir ce que tu as envie de faire, de voir parfois tes projets t'échapper. Donc moi, je le relie vachement à ce que je crois pouvoir connaître en fait de ce que tu peux vivre en tant qu'auteur de BD aussi, justement à dire est-ce que je fais vraiment ça pour quelque chose, parce que je crois que vous remettez souvent en question aussi, et de voir aussi parfois des trucs qui vous échappent. Est-ce que je suis complètement non, c'est complètement. De toute façon, moi les persos, je les travaille vraiment. C'est je tire mes névroses, je les mets sur dans une liste et puis je vois qu'est-ce qui peut correspondre au personnage, moi mes angoisses de dessinateur, enfin angoisses ou même mes réflexions, hein, on n'est pas forcément négatif, mais tout ce quoi je réfléchis par rapport à ma condition, comment je peux l'appliquer sur des personnages qui sont dans un autre univers, qui ont d'autres problématiques, mais ce sera forcément plus sincère et plus facile à écrire de parler de mes propres trucs au début. Puis il y a aussi des trucs d'amis proches qui me racontent des choses, donc c'est ce qui est bien en fait justement avec un côté un peu fictionnel et un récit qui est pas forcément autobiographique. Tu vois, j'aurais pu dire je fais un truc autobio sur ma vie et puis j'aurais parlé presque des mêmes sujets, hein. Mais le fait d'une fiction, c'est que les lecteurs peuvent se projeter aussi dedans en fait, et c'est pas forcément si les gens perçoivent des choses un peu différentes que ce que moi j'ai pensé, au contraire c'est bien, tu vois, en fait. Du moment qu'il y a un côté un peu universel dans le projet, que chacun, je pense que t'as des dessinateurs, ils vont capter les angoisses de pourquoi je fais ce métier-là, est-ce que ça a encore un sens, est-ce que je dois poursuivre mes
mes passions ou au contraire chercher un truc un peu plus stable et plus mais ça je pense que quelqu'un dans n'importe quel autre domaine peut ressentir aussi ces choses-là, tu vois. Je pense que c'est assez c'est à la fois ça paraît à la fois très basique de raconter ces trucs-là et en même temps c'est des sujets qui parlent à peu près je pense à au maximum de personnes, donc c'est ça qui est chouette. En fait, chacun y met un peu ce qu'il veut, quoi. Elle est très espiègle quand même, Jisoo. Notamment, j'aime bien au début le fait que tu vois, en fait, qu'elle refuse justement que son bébé en fait soit repris par une corporation, et donc après en fait elle s'amuse à les faire chier en étant catapultée d'un autre. Comment on gère un petit peu, et t'as plusieurs petits passages comme ça avec de l'humour, enfin clairement quelque chose de vachement plus léger. Comment est-ce que tu doses un peu les émotions que tu veux mettre dans ton récit par rapport à d'autres instants plus graves, donc à des scènes de tension comme l'abordage spatial qui nous présente Kamina, ou le moment où Alex en fait on se rend compte qu'il est pas capable en fait de vivre ailleurs que dans une station spatiale. Comment on équilibre tout ça? C'est je sais pas si j'aurais une recette précise à te donner pour équilibrer ça. Parce que moi aussi je veux créer une BD. Non, mais c'est vrai que moi je prends un peu mes scènes un peu une par une, tu vois, je les écris en fonction de il y a des moments, tu vois, quand Alex il s'aperçoit que qu'il peut pas vivre sur une planète, pour moi c'est un moment qui est très triste et très dur, et j'arrivais pas à me projeter autrement que j'aurais pu, tu vois, le tourner en un peu plus léger, un peu plus comédie, ça aurait pu, hein. Mais pour moi, quand je l'ai pensé, première intention, je me dis non, c'est un moment qui est tragique pour le personnage, donc il faut que ce soit plus triste, plus sérieux. Là où effectivement quand Jisoo elle fait un peu chier ses nouveaux patrons, effectivement là pareil ça aurait pu être traité d'une autre manière, mais moi première intention je me suis dit c'est c'est un personnage qui est espiègle, qui est un peu lâche, et j'ai envie de rendre ça un peu presque comique, parce que sans en fait sa mini rébellion on est presque un peu ridicule, parce qu'en fait elle a juste peur de alors dans le récit on dit qu'elle est un peu coincée contractuellement avec la société et tout, mais en gros c'est juste qu'elle a peur de quitter ça, elle a peur de s'éloigner de son projet, même qui a été complètement vampirisé, mais de se dire qu'elle sait pas faire quelque chose d'autre, en fait. C'est ça, et elle est un peu comme toi, peut-être que si t'as envie, enfin après on sait que tu fais autre chose que de la bande dessinée, mais mettons que peut-être que t'as peur de quitter l'illustration en disant à quoi je serais c'est ça, bon, elle s'auto-coince un peu là-dedans, et au lieu de prendre ce problème de fond à bras le corps, en fait elle transforme ça en étant un peu une emmerdeuse, en faisant des sortes de mini elle emmerde un peu sa société pour compenser ce truc là, donc c'est un peu elle fuit un peu son problème par ça, quoi. Donc pour moi c'était un truc c'est à la fois tragique, mais en même temps il y a un côté un peu comique tragique, tu vois, en fait, dans la situation, quoi. Comme avec la scène où elle se pose dans ce qu'elle pense être un fumoir, enfin dans le fumoir, et que celui qui est à côté d'elle lui dit t'es là pour lui t'observes le paysage, en fait non c'est pour les funérailles, en fait, quand on envoie des corps dans l'espace, où t'as ce côté je sais pas si on dit pince sans rire, ou tu vois c'est une forme d'humour, mais un peu froid quand même sur certaines situations. C'est un peu ça. J'ai pas essayé de forcément de faire des gros moments d'humour, parce que c'est pas mon sport, c'est pas une comédie non plus, mais j'aime bien avoir ces petits moments un peu c'est à pince sans rire, je pense que c'est un peu le mot. On peut avoir même dans la vraie vie des moments où on n'est pas bien et tout, puis il peut y avoir des mini trucs qui nous font un peu genre qui nous déconnectent pendant un instant de la situation, tu vois, et tu sais pas si c'est drôle, tu sais pas ce qui s'est passé, mais il y a c'est ces petits moments que j'aime bien. Et puis moi c'est un genre aussi que j'aime bien, tu vois, dans les comédies noires, j'aime bien ce genre d'humour où on va vraiment tu vois, il y a un côté un peu comme un frère Cohen, tu vois, c'est que tu vas avoir des situations complètement horribles et tout, et en fait des fois les gens dans ces situations-là sont pas des méchants diaboliques comme on peut voir dans certains types de polars. Non, des fois c'est des gens un peu comme tout le monde. Du coup il y a un côté un peu absurde, et en même temps qui est presque plus humain, finalement. Ça rejoint même en fait ce que je disais avant sur le non manichéisme de tes personnages, puisque on va dire qu'il y a une scène de confrontation. Alors j'avais dit qu'on spoilerait dans la BD, on va essayer de pas tout spoiler non plus, mais disons que t'as une scène de confrontation sur la fin qui mêle Alex en fait avec des personnages avec qui il a interagi avant, qui à l'issue qui est ce qu'elle est, mais qui montre mais avant la conclusion de cette confrontation, tu vois justement qu'en fait tout le monde n'est pas donc dans un cadre gentil méchant, en fait, et que
bah c'est ça que tu t'as pas en fait de, on va dire de pôle de comportement pour tes personnages qui peuvent être faillibles, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, et que même les gens qui ont l'air méchants en apparence en fait, bah ne le sont pas forcément. Et ça on le voit plusieurs fois. Il y a plusieurs personnages où tu dis au début leurs intentions, ok c'est pas cool, et qui en fait changent de bord. Et même Camino au final, techniquement au départ, t'as pas du tout envie. Enfin la première fois que tu la vois, ok il lui arrive un accident et c'est pas cool, mais tu dis quand même ouais bah son job et tout. T'as pas forcément envie d'être en empathie avec elle. Hein. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'aime bien quand les persos sont en fait, t'arrives pas à les jauger, parce qu'ils sont pas, on n'est pas porteur, tu vois, d'une seule vision du monde. C'est, dans la vie de tous les jours, c'est dur, tu vois, de se dire, ok, j'ai un axe de vie et je le maintiens, de bout en bout. En fait, il y a des moments où on est plus empathique, des fois il y a des moments où on est un peu plus vil, il y a des moments où on fait des choses pour nous, des fois on fait des choses pour les autres. Enfin, tu vois, en tout cas moi je suis comme ça. Mais et c'est pour ça que j'aime pas avoir des personnages qui sont catégorisés méchants ou gentils, ou voilà qui a en tout cas qui a une extrême tendance précise sur un type de personnage. C'est parce que c'est un peu dommage, je trouve que tu peux un peu trop lire les personnages. Alors après, il y a des types de récits qui le manient bien, hein. Je dis pas que c'est forcément mauvais, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. Mais moi justement, j'aime bien me dire que mes personnages principaux, ils soient pas forcément appréciables à 100%, parce que on a tous des torts, et ils sont pas là non plus pour vendre une vision morale parfaite de ce qu'ils sont, quoi. Non, c'est des gens qui ont des défauts, et je trouve ça plus attachant, plus attirant de voir des personnages qui ont des défauts, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprécie des gens de notre entourage, de nos amis, des trucs comme ça. C'est que, enfin, on a toujours un truc à dire sur un pote qui, ah bah oui, lui il est un peu comme ça, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Après, à un certain level, hein, je parle pas des mecs vraiment horribles, mais au moins s'il aurait pas dû faire ce jour-là, enfin ouais, voilà, c'est comme le pétage de plomb de Alex, tu peux quand même dire ouais, il était peut-être pas obligé de passer par certaines actions. Exactement, ouais. Et effectivement, Kamina, c'est un personnage qui bute des gens, quoi. Qui bute des gens, de l'argent, et en plus qui a un côté presque insouciant dans son job, très pragmatique, ouais. Et pour moi, c'est son espèce de chemin de rédemption finalement, il est un peu lunaire, tu vois. C'est genre une personne qui a passé des années à tuer des gens, qui se dit ouais, en fait c'est peut-être pas très bien. Bah ouais, meuf, c'est pas très bien. Elle a clairement une épiphanie, mais ça aussi par rapport au parcours de vie, ça a fait. Alors moi je l'ai pas forcément vécu, mais t'entends parfois des gens à qui il arrive un accident et qui décident en fait de changer du tout au tout, ou peut-être un peu, je sais pas, la crise de la quarantaine, où d'un coup tu te rends compte que ce que tu voulais faire, c'est pas ça. Alors je dis pas que c'est ce que toi tu t'es mis là-dedans forcément avec ce personnage-là, mais pour moi, enfin si on va vraiment dans un côté un peu spoiler, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu une fausse épiphanie finalement, parce que c'est un peu c'est presque justement ce truc où des gens vont peut-être attendre un grand événement pour se dire ok, là je peux changer, alors que en fait ton changement tu peux le faire de manière progressive et logique. Et je pense que même que ce personnage-là il se plante un peu dans son épiphanie, parce que elle n'arrive pas à s'extirper déjà, elle n'arrive pas à s'extirper vraiment de son truc. Et en plus, c'est finalement, elle cherche quand même à faire du business derrière. Alors oui, il y a ce côté de dépolluer l'espace, mais bon, elle, c'est avant tout, c'est de se dire, ok, je vais pouvoir m'acheter une navette, je vais pouvoir me faire du fric, et je vais démarrer une nouvelle carrière professionnelle. Mais finalement, son épiphanie est pas si morale et empathique envers le reste des gens, quoi. C'était un too much à ce moment-là, mais finalement, elle se loupe un peu, et je trouve ça qui est intéressant dans le personnage, c'est que et en plus, voilà, la fin fait qu'en fait, elle n'y arrive pas, quoi. Mais ce que je te demande aussi, c'était, t'avais une trajectoire définie pour chacun de ces personnages, parce que donc Frontier, c'est trois destins qui s'entremêlent et qui font leur parcours. Est-ce que quand au cours de l'écriture, comme tu disais que tes personnages avaient changé, que ton histoire aussi elle peut changer, tu savais quand même qu'à un moment il faut mettre un point d'arrêt en fait à ton alors en plus un point final qui est en lien direct avec ton introduction, hein. Mais comment ça se construit, ça? C'est sûr que c'est super important comme d'avoir un objectif en tête, parce que sinon ça peut sinon tu vas faire 400 pages et ouais, puis on sera encore là dans 3 ans. Plus aucune logique, mais tu vois, pour le coup, cette rédemption ratée de Kamina, elle est quand même arrivée vachement sur le tard, parce que justement le personnage, plus après sa première épiphanie, je le faisais continuer à vivre son truc, mais c'était plus très logique, c'était plus elle était de moins en moins intéressante.
finalement ce dernier retournement de situation, en fait, ça lui donne vachement de corps. Et ça, c'est un truc qui est vraiment arrivé à la fin du projet, quoi. Et je pense que Alex, c'était peut-être celui que j'avais le plus clairement en tête parce que il a une trajectoire qui est assez il découvre un nouveau truc et en fait, on lui sort un peu de sa bulle et il doit acquérir un peu une vision un peu plus personnelle et aussi de savoir ce que lui veut vraiment. Donc ça, c'était assez clair. Et sur Jisoo, je sais pas si c'était aussi clair, mais je savais que je voulais la faire finir comme elle finit dans le bouquin, donc dans son petit atelier à observer les étoiles, comme au début finalement. Ouais. Mais justement, cette observation d'étoiles, on fait souvent la blague maintenant que dans toutes les BD du label 119, en tout cas celle de toi, Audron ou de Mathieu et Flo, il faut des gens qui regardent le ciel. Là, en plus, avec le contexte spatial, tu t'y donnes à cœur joie, quoi, de gens qui matent le vide. Bah ouais, mais moi je trouve ça toujours aussi cool à faire, en fait. C'est ultra vertigineux, c'est pareil, c'est très, ça fait très basique de dire ça, mais quand tu dis que tu mates le ciel et que tu vois des trucs qui sont des fois morts, des trucs, une sorte d'infinité qui est devant toi, c'est quand même assez, je trouve que ça met toujours un petit vertige. C'est ce que j'aime bien, moi, dans le côté espace, en fait, c'est qu'on réalise vraiment qu'on est une mini planète au milieu d'un truc infini et en fait on sait rien de tout ce qui se passe autour, quoi. Et je trouve ça quand même entre guillemets cool de se dire qu'on n'a pas fait le tour de notre monde, tu vois. Il y a un côté il va peut-être se passer des choses dans 2000 ans, tu vois, qu'on sait pas, et tu vois, je pense que si j'avais été auteur de BD à l'époque où les mecs ont découvert l'Amérique, j'aurais été fou, quoi, de me dire putain, ils ont découvert un continent en allant à l'autre côté de la mer, tu vois. Je trouve ça cool qu'on ait encore ce feeling d'exploration qui persiste aujourd'hui grâce à l'espace, quoi. Ouais, mais toi, pour dire les choses vulgairement, t'es un bandeur d'exploration spatiale, hein, ou tu penses qu'il faut déjà s'occuper de notre planète avant de penser aux autres? Ah, ça j'ai eu pas mal de débats là-dessus. Je pense que non, en vrai, il faut d'abord peut-être régler les problèmes qu'on a ici. Même si je pense que pour moi, enfin, tu vois, si on devait choisir oui ou non pour l'un ou l'autre, bien sûr, ce serait la Terre avant tout. Mais je pense que les deux vont ensemble parce que bon, déjà, il y a des recherches technologiques, il y a des. Je fais le Suisse de nouveau là. Hein. non, mais voilà, il y a des trucs qui ont servi pour la planète. Tu vois alors t'as plein de satellites qui servent à rien, mais t'as des satellites qui surveillent les mers, qui surveillent les tremblements de terre et tout, et ce qui est hyper important. Et ça permet, alors là, c'est vraiment un côté très philosophique, c'est pas du tout pragmatique comme résolution de problème, mais justement le fait de se dire qu'on est encore une humanité qui peut encore rêver, qui peut encore essayer de voir un peu au-delà voir un peu dans les étoiles, qui a un peu ce côté un peu rêveur et tout. Je trouve ça cool, en fait. Je trouve que c'est un sentiment qui est assez positif, en fait. Tu vois, si les gens étaient tous un peu plus comme ça, fascinés alors pas forcément par l'espace, mais en tout cas par ce côté un peu rêveur de dire, on a envie d'avancer pour aller vers du bien. Bah, ce serait déjà plus intéressant, quoi. Je trouve que c'est une philosophie, en fait, qui est intéressante. Qui aide en rien à ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, c'est toujours mieux que ça que d'être un gros con, quoi. c'est toujours mieux. Enfin, être un gros con, c'est jamais la meilleure option, de toute façon. Il y a un truc que moi, personnellement, j'ai adoré dans cette BD, donc, et je te l'ai pas dit avant, comme ça, tu seras surpris par la question. Déjà là, je voulais essayer de faire une vanne, mais j'ai pas réussi à trouver, donc c'est pas grave. Non, par contre, un truc que j'ai vraiment apprécié, et qui devient presque un gimmick ou un truc qui, à mon avis, sera une des marques de cette BD, c'est tes ellipses silencieuses, qui interviennent à plusieurs moments pour montrer le passage du temps, notamment pour montrer en fait que la vie continue aussi, qu'il y a ça, et plutôt que de faire juste une ellipse d'une case à l'autre en disant 6 mois plus tard machin, t'as décidé donc de faire ces scènes un peu de quotidien qui ponctuent ta narration à intervalles plus ou moins réguliers. Et clairement, alors que j'avais dit que t'avais pas une approche cinématographique avec ton découpage quand même assez resserré, mais je trouve que ça, c'est clairement du truc où tu verrais des fondus enchaînés sur une musique, un montage comme ça, tu vois. Bon, pas Windows Movie Maker non plus, mais ah oui, non, j'ai trouvé ça que c'était hyper apaisant, qu'il y avait quelque chose d'hyper apaisant à suivre ces scènes. Moi, je les imagine complètement comme ça. Hein. C'est soit le montage dans un film avec un peu de musique, avec des petits fondus, ou c'est ce que tu peux avoir dans des génériques de certains films ou plus de séries où ils vont te mettre des images presque random pour te créer un mood, en fait, d'une atmosphère. C'est un truc que moi j'adore. Et c'était un truc, je m'étais dit, alors on l'a mis un petit peu de temps en temps quand même.
Mais je voulais pas avoir trop de petits cartouches qui mettent 6 ans plus tard, 6 mois plus tard, un truc comme ça. Et t'en as qui sont nécessaires surtout pour comprendre le changement plus de lieu que de temps. Et puis il y en a certains, on les a mis parce que voilà, on voulait pas non plus perdre trop en lisibilité du récit. Mais l'idée c'était justement de à la fois de créer du temps qui se passe sans qu'on le dise clairement. Et c'est là où moi le projet aurait pu être aussi, une fois de plus, si j'avais plus de pages, ça aurait pu être un récit quasiment de tranche de vie, tu vois, où vraiment c'est à moitié de la tranche de vie. C'est quasiment la tranche de vie, mais c'est vrai que ces scènes muettes, si j'avais pu le faire sur 6 pages, je les aurais fait sur 6 pages, tu vois. Parce que moi j'aime bien ce côté la vie continue, les destins continuent, et ça me permet aussi d'avoir un récit qui est pas enfermé sur lui-même, tu vois. C'est les personnages, ils ont eu un passif avant, ils ont eu des moments où on les a pas vus, ils vont avoir une vie qui continue après le projet. Et ce que raconte Frontier, en fait, c'est juste un fragment de leur vie. Et ce que j'avais pas envie, justement, c'est d'avoir une histoire où t'as l'impression que le mec naît au début du projet et il meurt à la fin du projet, tu vois, dans le sens fictionnel, quoi. Non, c'est vraiment une parenthèse. C'est une parenthèse, voilà. C'est un moment de vie, et dans ce moment de vie, il y a d'autres petits moments de vie qui sont encore plus en parenthèse dans ces scènes muettes. Puis moi, ça me permet le temps d'une case, de faire un décor que j'aurais pas pu introduire dans une scène, de mettre une situation que j'ai pas besoin d'expliquer ou quoi. C'est pareil, encore une fois, c'est un peu au lecteur de se faire un peu l'histoire, de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Tu vois, ça dure juste 2 cases. En fait, c'est vraiment, c'est comme des amis que t'as perdu de vue et que tu revois des années plus tard. Bah, en fait, ils vont te raconter vite fait ce qui s'est passé, et c'est un peu ça, ces scènes-là, quoi. C'est un peu des petits souvenirs entre deux, quoi. Ce que je me suis même aperçu, que comparé à d'autres BD, en fait, où t'as parfois des instants d'action, en fait, qui sont simulés forcément, et où tu passes assez vite, en fait, à me dire que je passais plus de temps à les regarder, à vraiment essayer juste de m'imprégner de ce qui s'y passait, de ce que les personnages sont faits, que sur les autres pages où ils se parlent, et où ils font des trucs littéralement. Donc c'est aussi une volonté pour toi d'essayer d'arrêter quelque part le temps un petit peu, même si le temps continue de filer dans ce que tu montres. Ouais, c'est un break, effectivement. C'est un moment de pause aussi dans la lecture, dans la rythmique de l'histoire. Et c'est aussi montrer un temps de pause pour les personnages, vraiment en termes de leur vécu. C'est que ils ont pas une vie, effectivement, qui est faite que de discussions intenses, de scènes d'action. Oui, c'est ça, c'est que notre vie aussi, elle est pas, on fait pas tout le temps des podcasts avec des auteurs incroyables de BD, quoi. Parfois, il y a des moments, il y a des semaines, tu fais rien de spécial, et ça fait quand même partie de ta vie. Donc, c'est ça aussi, quoi. Et donc, c'est là où ça rejoint le côté un peu tranche de vie. C'est que c'est aussi pour montrer que, non, leur vie, c'est plein de choses, dont des moments intenses, des moments plus posés. Et c'est vrai que si t'enlèves un peu ça, t'as l'impression que les mecs, ils vivent à 100 à l'heure leur aventure, ça devient un thriller, 100% action, quoi. Qu'est-ce qui est le plus cool à dessiner sur Frontier? Est-ce que c'est les scènes d'action quasi silencieuses, enfin, où tu n'utilises pas trop non plus d'onomatopée de bruit, tu laisses beaucoup faire juste le visuel parler? Est-ce que c'est celle qui se passe sur Terre, ou est-ce que c'est plus cool de le faire dans un décor spatial, parce que tu dois penser à tous les débris et tout ça? Vraiment, pour toi, qu'est-ce qui était le plus fun? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Frontier, c'est faire tous ces petits moments de vie. Alors, au-delà des scènes un peu muettes, mais tous ces petits moments où c'est un peu cosy, tu vois, ils sont assis en groupe, ils sont en train de faire à manger ou en train de regarder une carte. Ces petits moments un peu de micro-communauté, tu vois, c'est vraiment ce que j'ai aimé dessiner. Après, sur l'aspect dessiner de l'espace avec des vaisseaux, ou de la planète avec des montagnes, des courbes, en fait, j'ai adoré les deux. Tes paysages, des lacs, il y a un peu de Death Stranding, non? Oui, quand même aussi, 1000%, pas certains passages. Ouais. Mais les deux, en fait, j'ai adoré les faire, et justement. Enfin, tu fais littéralement une mission de Death Stranding à un moment, je dirais, quoi. Et oui, complètement. Et mais justement, en fait, la partie planète à la base devait pas être aussi importante. Et parce que je me suis dit à un moment, je me dis, putain, si je fais tout le temps des intérieurs très claustro, avec beaucoup de détails de structure spatiale, je vais sûrement me lasser au bout de 200 pages. Donc je savais que la partie planète allait faire une respiration super agréable, justement, où c'est des horizons, c'est des ciels de toutes couleurs, même moi, c'était de travailler les rivières, travailler les textures de roches et tout. Donc
le plaisir, en fait, finalement, c'est d'avoir l'équilibre entre ces deux parties-là, quoi. Plus que de me dire, je préfère dessiner l'espace ou les planètes, c'est vraiment le fait de pouvoir switcher entre ces deux moments, c'était cool parce que, en fait, les deux sont très différents à aborder, en fait, techniquement, quoi. Ouais. Tu sens que tu as dû adapter un petit peu ton style aussi, parce qu'on parlait dans le premier épisode de l'approche un peu plus patate / chibi de tes personnages. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu devais appliquer pour tes décors, en fait? Est-ce que c'est ton trait vraiment dans ton ensemble que tu as senti que tu devais le changer un peu? Je pense que c'est quand même beaucoup sur les personnages que se passe vraiment ce côté un peu chibi. Les décors, pour moi, sont presque plus classiques par rapport à ce que je peux faire avant. Après, moi, j'aime bien parce que ça me permet de faire des sortes de... tu vois, quand ils manipulent les objets, je trouve ça marrant parce que c'est des tout petits pistolets, c'est des tout petits ordinateurs, il y a un côté un peu jouet, donc ça se joue un peu sur les petits objets. Après, les décors, tu vois, je pense que les décors de nature, je les aurais fait de la même manière si mes personnages avaient été avec des proportions réalistes, quoi. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose au trait, quoi. D'accord. Et alors, l'inverse de la question d'avant, c'était c'est quoi le moins fun dans ce genre de choses? On savait que t'étais quand même, on sentait, en tout cas moi, parce que je t'ai vu comment on l'a fait, mais que t'étais quand même bien crevé quand on a fait le podcast, parce qu'on était voilà sur la dernière ligne droite du marathon, donc forcément c'est l'instant où tu vois le bout et en même temps t'en peux plus, donc j'ai mis que c'est un état assez dur. Mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment super reloues en fait dans la conception d'un album comme ça? Ce qui peut être un relou, non, c'est les relectures de run. Non, mais ouais, faut pas dire ça. c'est le moment le plus dur. Enfin, on pourra en reparler après, mais c'était particulier. Mais non, en termes de dessin, c'est quand je commence à faire des structures spatiales, tu vois, assez précises, géométriques. Et je me dis merde, faut que je la redessine dans X pages, parce que moi je suis je suis pas du tout carré, je fais mes trucs un peu avec le flow comme ça, et donc la première fois ça marche bien, puis après quand tu vas le redessiner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a un peu le vaisseau un peu signature de l'histoire. Le vaisseau, il commence à s'installer dedans. J'ai fait un design très simple justement pour pas trop que ce soit compliqué à répliquer régulièrement. Après, c'est la couleur finalement. Le dessin, moi, en fait. C'est vrai que la couleur, t'avais dit que ça te faisait chier. Ouais. Et le dessin, j'adore ça. Après, oui, c'est sûr que des fois, tu te dis pourquoi j'ai fait une case avec 50 étages d'une station, avec plein de persos qui se baladent dedans, avec une foule qui va voir un tel truc. Et en contre-plongée dessus. En contre-plongée, on fait un peu des tonnes. Mais en vrai, ça, j'aime bien quand même. Mais la couleur, ouais, c'est assez. Mais pourquoi t'aimes pas ça alors en fait? C'est le côté très parce que tu fais ça en numérique. Ouais. C'est le côté un peu rébarbatif ou très routinier, enfin. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un processus de couleur qui est très simple en fait, c'est vraiment du coloriage. Et quand t'as un décor avec 50 mini objets et que tu dois, pareil, encore une fois, décliner cette couleur sur différentes cases, dire ok, mon ordinateur était de quelle couleur, hop, il était marron comme ça, ok, hop. Et la chaise est avec quelle couleur, hop, tu reprends la pipette, tu vas chercher ta couleur. En fait, c'est pas du tout instinctif comme si j'avais fait de la couleur à l'aquarelle où c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus proche du dessin. La couleur à l'ordi, et encore une fois, mon process est très routinier et un peu il est pas très intéressant. Après, je suis content d'avoir le truc final, mais sur le moment, c'est pas agréable, quoi. Non, mais parce que c'est pas quelque chose que tu dis, tu pourrais le confier à quelqu'un d'autre. Parce qu'en plus, ça te raccourcirait, grandement le temps de prod. Non, ça par contre, parce que je suis quand même content de mes couleurs à la fin et parce qu'il y a plein de scènes beaucoup, notamment sur les scènes sur la planète, où tu vois, je savais exactement ce que je voulais quand je dessinais ma scène. Je dis, ok, là, ça va être un coucher de soleil. Là, il faut que ce soit un truc orageux parce que c'est des trucs que j'ai vus en vrai ou c'est des couleurs que j'ai en référence dans ma tête, tu vois. Donc, s'il fallait driver quelqu'un pour le faire, je pense que peut-être que c'est possible, mais ce serait presque plus laborieux, en fait. Je me dirais genre, non, mais attends, donne-moi le stylo, je vais le faire, et puis finalement, je perds du temps, quoi. Et à l'inverse opposé total, c'est pas possible pour toi d'envisager de les faire de toute façon, de les faire à la main. Ce serait un peu laborieux, ouais. En termes de pure production, ce serait un peu laborieux, et je pense pas que j'aurais... Faut voir si le récit va aussi avec. Là, pour Frontier, je pense que ça aurait été couleur à l'aquarelle, je pense que ça aurait pas convenu. Je pense que ça aurait été trop léger. J'avais besoin de couleurs quand même assez intenses, notamment pour les ciels, les trucs d'espace, le côté un peu technologique. Je peux avoir des teintes qui sont quand même assez dures à avoir à l'aquarelle.
L'aquarelle, il y a un côté très doux, très pastel qui s'adapte bien à certains types de projets, mais pas forcément à celui-là, quoi. D'accord. J'avais une question du coup à te poser, vraiment donc libre à mon interprétation. Est-ce que Frontier, ça parle de rupture ou pas? De rupture? Ouais, parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec la situation d'Alex, en fait, qui va sur une autre planète avec quelqu'un, notamment, qui s'aperçoit qu'en fait, il peut pas y rester. Et même par rapport à ce qu'ils se disent à la fin, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir une histoire presque, alors que pourtant les personnages n'ont pas de romance entre eux, mais presque qu'il y a un propos sur le fait que parfois tu rencontres des personnes et que t'as beau passer un moment avec eux, en fait, ça peut pas marcher et que tu dois les laisser s'en aller. Après, c'est mon interprétation. Ouais, non, je dirais qu'en tout cas, je l'ai pas pensé comme ça c'est sûr. Ouais. Je suis trop romantique. Je suis désolé. Mais ce que tu dis sur le concept de rupture, je le partage complètement. Donc, il y a des chances que ça soit assez logique par rapport à comment on peut l'interpréter. C'est vrai que moi, j'aime pas trop raconter des histoires. Enfin, en tout cas, je me sens pas encore prêt pour raconter de la romance en fait dans mes récits. Mais oui, de toute façon, c'est un truc. Faudrait que je refasse un peu l'historique de voir quand j'ai écrit telle scène à tel moment de ma vie, voir un peu, tu vois, si ça coïncide. Mais oui, de toute façon, il y a beaucoup de trucs sur Frontier, je pense, et ce que j'ai un peu aussi en tête ces derniers mois, années, c'est de comment dire, de savoir aussi, lâcher prise sur certains aspects de ta vie, tu vois, et accepter que ça se finisse et accepter que tu continues et aussi, comment dire, vivre avec ce que t'as à ce moment-là et pas forcément. En fait, à garder le positif de ce que t'as vécu, en voilà, fait. ouais. Puis c'est ce qu'on peut avoir vécu, bah, il y a des trucs il peut y avoir des moments dramatiques, il y a des moments plus durs et tout, et faut savoir comment faire avec et les accepter, pas non plus que ce soit un boulet pour le reste de notre vie, tu vois. Et c'est pas une question non plus de les mettre au frigo, tu vois, parce que c'est des trucs qui nous construisent, donc ils sont quand même importants. Donc c'est un peu jongler avec ce savoir avancer, puis aussi que, encore une fois, dans le côté un peu, si on parle du côté un peu manichéen et même rupture, c'est de se dire que, alors chacun a des histoires différentes sur les ruptures, mais souvent c'est pas un truc non plus qui est volontaire pour faire du mal, en fait, tu vois. Il y a un moment, ça va pas marcher, bah on doit l'accepter, on doit traverser ce moment dur et il n'y a pas eu d'acte nocif à ce moment-là, enfin volontairement nocif, quoi. Et ça, je pense qu'il faut aussi un peu se l'enlever et puis l'accepter sans se dire c'était bien, tu vois. Mais donc voilà, c'est un peu confus, mais je pense qu'il y a plein de trucs qui arrivent de manière très inconsciente dans l'écriture, quoi. Où tu t'arrives pas forcément à identifier que alors en fonction de tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, que tu places alors des moments qui te rappellent ton vécu ou pas. En fait, c'est assez et parce qu'on sait que toute œuvre parle forcément de choses aussi que les auteurs connaissent, quoi. Bah c'est ça, c'est qu'en fait il y a des moments où basiquement tu vois, quand je me dis ok, ce personnage là il peut pas vivre, quand Alex peut pas vivre sur une planète, bah si moi j'étais à sa place, comment je pourrais l'exprimer. Et forcément, bah j'ai pas vécu de vivre sur une planète différente, donc tu vois, tu raccroches ça à des sentiments que tu pourrais dire similaires. Peut-être il y a des gens qui vont parler de, tu vois, qui je sais pas, qui ont dû quitter leur pays d'origine et qui ont dû venir dans un nouveau pays. Peut-être qu'ils vont penser peut-être à une rupture qui a fait un gros décalage dans leur vie. Peut-être d'autres gens, ça va être je sais pas, un changement de taf et tout. En fait, tout le monde va y mettre un peu ce côté de rupture, de non-possibilité de continuer quelque chose. Donc voilà, après on y met un peu ses sentiments et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'après tout le monde y voit un peu pas ce qu'il a envie de voir, mais en tout cas il peut l'associer à des trucs personnels, quoi. Un petit mot dans la dernière partie de ce podcast, du coup, sur cette FAP quand même, parce que à l'époque, quand on avait enregistré le premier épisode, c'était pas encore c'était pas fini. Vous étiez encore en train d'en discuter, avec notamment cette bande qui ne se suit pas, quoi. La première fois que tu vois l'album et que tu le prends en main, tu dis ah cool, le logo en horizontal, machin, et tu retournes et tu fais ah bah ça nie à la verticale et ça change, enfin, et par rapport à la séparation de la couverture que du coup pas symétrique non plus, enfin. Comment vous l'avez réfléchi? Parce que c'est quand même, enfin je sais pas, je trouve ça, de toute façon je te fais le lèche-bot, quoi. C'est hyper réussi, tu vois, mais il y a, je sais pas, je te jure que vraiment la première fois que je l'ai vu en main physiquement,
pas une épiphanie en voyant le truc, mais en disant putain c'est génial, alors que c'est con, tu vois, c'est juste une bande qui sépare une couve et une quatrième de couve en deux, mais il y a quelque chose de... Pour la couve du bouquin, moi le premier truc je me suis dit genre qu'est-ce que je montre en priorité, tu vois, sur le bouquin, c'est un peu ça, hein, la couve souvent c'est un peu une sorte de résumé pitch de ton projet, donc qu'est-ce qui va attirer les gens, qu'est-ce qui résume le mieux le projet. Et en fait je savais pas me décider entre l'espace ou les planètes, donc je me suis dit je mets les deux. Toi t'es clairement tes plats et desserts au restaurant. Donc je mets les deux, et comment on fait pour les, parce que je voulais pas avoir une composition tu vois, affiche de film à la con là. Ouais, voilà, en pyramide là. C'est ça. Après, je pense qu'en fouillant bien, je pense qu'il y a des compositions très belles. Moi, je suis assez basique sur les. C'est pas pour dire que c'est pas bien fait. Mais... Je suis assez basique sur les compositions. J'aime bien quand t'as une illu. Tu vois, pour le coup, si on reprend les affiches de film, moi j'aime bien quand c'est limite, ils ont pris un screen du film. Ouais, un plan fixe. Un beau plan, et puis ils ont mis une belle typo. Moi, souvent, c'est mes affiches préférées. Donc voilà, je me suis dit tiens, comment je peux caler les deux trucs. Directement ce côté de bande de cartouche qui est venu en idée pour pouvoir justement séparer ces deux images. Et le but c'était aussi de se dire comment on peut faire un truc qui sans être ultra original mais casse un petit peu les codes des couvertures de SF. Quand tu regardes les romans, souvent c'est assez il y a des codes vraiment SF, quoi. C'est vraiment souvent des trucs d'espace assez épurés, avec un bel objet, ce qui marche très bien, mais je me dis tiens, comment on peut essayer d'un peu de renouveler ce truc là. Et moi j'aime bien le côté un peu bande sur les en termes de couverture, parce que il y a un côté presque affiche de concert ou graphisme pour du design. Enfin tu vois, tu sors un peu du côté un peu édition classique BD, tu vois, vraiment l'illu avec la typo qui passe par-dessus, qui va être encore une fois très chouette, hein. Mais là je voulais avoir un truc un peu différent, sous dans le sens où on est c'est vendu comme un récit de SF, tu vois, avec tous les tropes qu'on a de la SF, mais ce n'est pas exactement un. Du coup je voulais justement avoir un peu ce petit décalage, et même à la base on avait réfléchi à mettre la bande du coup en vertical carrément sur la couverture, ou avoir ça aurait été radical. Ça a été très radical. On a imaginé aussi à la mettre sur le bord, tu vois, comme un dos toilé, mais c'est la bande qui était sur le bord du bouquin avec le titre et tout. Donc il y avait plein d'idées en fait de comment un peu switcher de ça. Et je sais que c'est avec Yuck qui s'occupe un peu de la direction artistique du label, le grand Yuck qui me disait genre ouais non mais c'est peut-être pas mal d'avoir un truc vertical, comme on peut faire et tout. Donc on avait testé sur la couverture, on n'arrivait pas à trouver le truc, et il me dit vas-y, on la met derrière, quoi. Comme ça en fait on a les deux, encore une fois on a pris le dessert et le plat en même temps. Là c'est l'entrée, le plat et le dessert. Donc, voilà. Toi t'es le mec qui fait chier au restaurant, qui veut tout. non et puis après on s'est dit après c'est quand tu cherches des justifications à tes choix, tu te dis ouais non mais c'est bien, c'est le côté espace, il y a pas de haut, il y a pas de bas, il y a pas de droite, il y a pas de gauche, enfin tu vois, il y a ce côté où tu tournes. Enfin, limite, on aurait pu mettre la typo à l'envers pour jouer à la carte à fond, tu vois, mais bon, après, c'est une couve, faut que ça reste lisible. Mais ouais, moi, j'aime bien quand on peut un peu essayer de casser un peu certains codes de graphique, quoi. Pareil, vous avez beaucoup expérimenté, tu le disais un peu en début de ce podcast, par rapport au Pantone utilisé et à l'argent. C'est beaucoup de tests d'impression, alors, techniquement, ça se passe non, comment, c'était le plus gros mystère sur la fable du bouquin. Parce que moi, je savais que je voulais du jaune, un Pantone jaune, pour vraiment avoir ce côté un peu industriel et en même temps très moderne. Sauf que très corporation spatiale, carrément, ce jaune pétant comme ça. Ouais. Et au début, pour la typo, moi, j'étais parti sur un truc, un bleu sombre, un truc comme ça, tu vois. Puis Ron, il me dit, tu veux pas tester un argent et tout. Je suis putain, un argent sur une couleur claire, c'est pas risqué quand même. Je pense que ça peut être pas mal et tout. Donc on a dû chercher le bon argent pour qu'on s'imagine que ça matche bien, parce qu'en fait on a pu faire aucun test d'impression au préalable. Donc en fait c'était que on a découvert le bouquin fini avec ça. C'était ça passe ou ça casse un peu. Complètement, ouais. Risqué. Donc on superposait des pantonniers de jaune et de différents types d'argent pour se dire ok, est-ce que celui-là il marche bien ou pas. C'est vrai que là on a pris justement, pour les gens qui regarderont bien, c'est un argent qui est plutôt mat, qui est pas trop réfléchissant.
parce que justement on s'est dit ouais, si on prend un truc trop brillant avec le jaune, ça va être presque illisible, ça allait perdre un peu du truc. Donc voilà, c'était vraiment le plus gros test en fait, la plus grosse inquiétude, la plus grosse surprise qu'on a eu en recevant le bouquin, se dire est-ce qu'il fonctionne quoi. Et moi je trouve que ça fonctionne, donc je suis content quoi. Vaut mieux que toi au moins tu trouves que ça fonctionne. Alors je te dis ça fonctionne pas du tout, c'est nul Guillaume, faut la refaire la couve, voilà. Mais non ça fonctionne très bien. Tu sens que tu vas surprendre un peu. Parce que moi, c'est ce que j'ai qualifié, c'est comme ça un peu que j'ai qualifié dans les 144 caractères que Twitter m'autorise, mais de dire que la première impression que je pense qu'une partie des gens qui sont habitués à ton travail au label vont d'abord être surpris par la tonalité, par ce côté justement tranche de vie avant de se laisser emporter et charmer. Du coup c'est surprise et charme, alors que c'est pas du tout une BD érotique, hein, calmez-vous les gens qui nous écoutent, mais dans le sens qu'en fait ouais c'est ça, c'est que au début que tu t'attends pas à ce que la scène d'action et d'abordage en fait s'arrête si vite, qu'en fait on s'intéresse juste à des gens qui essayent de vivre et de s'intéresser à ce que la vie peut leur offrir, et qu'au final tu deviens charmé et embarqué parce que bah tu les écris quoi, c'est des vrais gens. Ouais, bah c'est putain, je sais pas du tout comment les gens vont le prendre honnêtement. Je pense que ouais, il va y avoir autant de gens qui vont me dire, on va dire s'il y a des commentaires positifs, mais genre ça va être genre j'aimais pas les SF et finalement ce ton m'a plu. Au contraire, j'étais un gros fan de SF et le ton a rafraîchi un peu le genre. Tu vois, je sais pas, je pense qu'il va y avoir des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi, tu vois, le côté tranche de vie, c'est un truc que j'aime beaucoup. En général dans toutes les œuvres, quand les gens arrivent à caser un moment de vie anodin, je trouve ça hyper cool. Donc clairement le côté SF et scène d'action qui est pas en ouverture mais qui arrive assez tôt dans l'histoire, c'est clairement c'est une carotte, tu vois, c'est une carotte pour les amener vers mon truc de tranche de vie, parce qu'en fait la tranche de vie je trouve que des fois c'est un peu pas que c'est mal, les gens peuvent commencer à s'offusquer de se dire tranche de vie, ouais non ça va pas m'intéresser, on va s'emmerder et tout. Non, tu sais très bien que dans l'intitulé du podcast, je mettrai pas la tranche de vie SF parce que sinon ça, les gens ils vont pas écouter. Ça peut être un peu red flag. Après il y aura ton nom, donc ils vont écouter quand même. Pour beaucoup de gens, tu vois. Mais alors qu'en vrai la tranche de vie c'est hyper intéressant. Parce oui, il y a un film avec Adam Driver, c'est Pattinson je crois ou un truc comme ça, où c'est juste un facteur et tu suis une semaine dans la vie de la poésie, ouais. C'est trop bien. Ouais. Alors qu'il se passe, là, pour le coup, en termes d'enjeu, il y a AR, quoi. C'est juste une semaine dans la vie de quelqu'un. Mais tu vois, comme on en parlait au début, c'est que, en fait, l'enjeu, il est ultra personnel, il est hyper introspectif. Ouais, en fait, ton enjeu, c'est est-ce que tu arrives à ressentir tes personnages. Enfin, c'est est-ce que tu arrives à te projeter là. Et en fait, c'est ça que j'aimerais bien, c'est que les gens se disent, bon, non, en fait, la tranche de vie, c'est pas un truc où on s'emmerde, c'est un truc, c'est juste que l'enjeu, il est à notre échelle, quoi. Et c'est pas parce que l'enjeu, il nous dépasse que forcément il est plus intéressant, plus trépidant. Donc voilà, Frontier, c'est un peu ça, c'est un peu un moyen d'attirer avec la science-fiction, le visuel. Voilà, il y a comme une intrigue, il y a comme une sorte un peu, tu vois, il y a des moments de tension, il y a une sorte de course-poursuite. Mais c'est avant tout, c'est l'enjeu. Et si on voit ces trois personnages, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à trouver un sens à leur vie, tout simplement, quoi. Et donc ouais, j'espère que ça permettra que si les gens sont surpris en positif ou même sont surpris tout court, moi s'ils sont surpris en négatif. Négatif, bah je leur dirais comment fait l'auteur face au mauvais retour. Je suis curieux de voir les trucs négatifs. Après tu seras forcément intrigué. Bon, je pense qu'on peut te reprocher, je pense que le reproche principal qu'on peut te faire c'est ce manque d'enjeu d'apparence, quoi. C'est de se dire au final il se passe pas grand chose au niveau de tes personnages. Ouais. Ou je crois que c'est le principal truc, parce que graphiquement, bon, à part si on n'aime pas le style, ouais. Mais ça tu pourras rien y changer, mais c'est quand même je dirais assez inattaquable quand même. Mais c'est juste que ouais, sur l'enjeu, il y a peut-être des gens qui apprécieront pas de pas avoir retrouvé l'histoire qu'ils pensaient rechercher. Ouais, de toute façon en général les déceptions qu'on peut avoir, c'est souvent sur ce qu'on projette aussi, hein. Après il va y avoir des œuvres qui sont objectivement très déceptives, mais souvent c'est un peu ce qu'on y projette et qu'on ne retrouve pas, qui va vraiment nous décevoir beaucoup. Mais tant mieux, tu vois. Après, s'il y a des gens qui s'attendaient à un truc plus intense, plus ambitieux dans l'intrigue, au moins ils l'auront lu et ça, ils auront testé un truc, et puis s'ils aiment pas, ils aiment pas, tu vois. Mais moi je suis toujours plus
je suis toujours plus comment soit des œuvres qui vont me surprendre, que je vais pas forcément aimer. En fait, en général, elles vont plus me rester en tête que Bah, c'est ça qu'un truc que t'auras. qu'un truc vu et revu bien fait, tu vois. Ouais, tu l'as vu, mais finalement, bah, tu sais ce qui va arriver, t'es pas surpris, t'es brossé dans le bon sens du poil et tant mieux, tu vois, sur l'instant, c'est cool. Dans ce cas, autant remplacer Guillaume Saint-Gelin par un algorithme, en fait. Bah voilà, Si ça, tu tu veux, mets une IA, quoi. c'est vraiment dans le truc, c'est de dire, ouais, si je veux du Saint-Gelin, donc c'est tel type de personnage, ta petite action et ta petite mise en scène, et qu'au final, t'as tout ce que tu attendais. Est-ce que c'est effectivement mieux qu'un truc qui va te surprendre, qui va t'interroger, qui va te faire peut-être plus réfléchir? Parce qu'au final, si c'était juste pour avoir, je sais pas, un PTSD dans l'espace ou un truc comme Shangri-La ou je sais pas quel autre récit de SF. Bon. Ouais, et puis même, tu vois, imaginons des gens qui disent genre, ouais, non, mais en fait, moi, le côté SF, tranche de vie, sans grand truc, ça m'a pas plu dans ta BD. Bah, c'est con, mais ça peut même pousser une réflexion sur, pourquoi j'aime tel récit de space opéra hyper ambitieux. Tu vois, ça peut même faire une réflexion sur ce que t'aimes aussi de base et te dire, bah, ok, là, vraiment, le côté tranche de vie, moi, j'aime pas parce que j'aime pas forcément lire des trucs sur les personnages, c'est peut-être trop intrusif, tu vois. Et puis moi je préfère un univers avec du lore, machin. Enfin, tu vois, ça permet aussi d'avoir juste une réflexion personnelle sur nos goûts, et c'est ça qui est cool, quoi. C'est pas trop difficile de pas prendre personnellement. De quoi? C'est pas trop difficile de pas prendre personnellement les critiques, notamment quand elles sont négatives. J'imagine que quand c'est petit, ça fait toujours plaisir, mais j'ai appris à. Je sais que tu vas pas trop les lire, mais que t'es quand même curieux, ce que tu disais dans le premier épisode. Ouais. Mais moi, j'aime maintenant, j'arrive à les lire parce que j'ai mis beaucoup de distance avec les critiques, mais même, je dirais même les critiques positives, tu vois, je mets beaucoup de distance aussi avec parce que déjà, tu vois, je vais pas les utiliser comme un baromètre de est-ce que mon projet est bien, enfin. Non, parce que toi, l'important, c'est ce que toi, tu t'as accompli par rapport à ce que tu avais envie de faire aussi. Et puis, après, bien sûr, tu vois, les avis de certaines personnes vont quand même beaucoup me toucher, mais de manière générale, c'est vrai que c'est pas un baromètre pour moi pour me dire est-ce que j'ai réussi ou pas ma BD. Donc, quand elles sont positives, c'est un super boost, c'est motivant, et quand elles sont négatives, c'est quand c'est vraiment à côté de la plaque, ça me fait presque rire, tu vois, quand vraiment il y a tu vois, si d'un coup le mec dit ouais, non, les personnages ils sont petits, Ah oui, tiens, un autre reproche qu'on va te faire, c'est que t'es woke. Ah ouais, mais ça avec l'écologie, le truc des animaux et tout ça là. Oui, non, mais ça je suis curieux, tu vois, s'il y a des trucs comme ça qui arrivent. Bon, t'auras sûrement un ou deux mais comme ça. mais ouais, quand c'est à côté de la plaque, tu vois, moi ça me fait rire. Après, des fois t'as des critiques qui vont essayer à toucher des trucs un peu sensibles, là qui peuvent un peu plus toucher. Puis bah parfois c'est vrai, ça, moi je sais qu'il y a là c'est en termes techniques de dessin, mais je sais qu'à un moment, tu vois, j'étais à l'époque des forums où il y a tout le monde dessinait, tout le monde postait des trucs, tout le monde se critiquait et tout. Donc j'en ai eu des tonnes de critiques. Et je sais pas, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait une critique sur comment je dessinais mes mains, et je m'en souviens toujours aujourd'hui, 15 ans après, quoi. Et ça m'a trop bizarre, quoi. Ça t'a traumatisé. Ça m'a traumatisé, genre pourquoi tu dessines tout le temps les mains comme ça, c'est hyper maniéré et tout. Et depuis j'y pense à chaque fois que je dessine une main, je dis mais j'espère que le mec il va pas me dire que je suis encore maniéré. Est-ce que ça va maintenant et tout. Non, c'est vrai que t'as des critiques qui restent, tu sais pas trop pourquoi, mais non, mais après de toute façon c'est le jeu, ça fait partie du truc. Tant que voilà, après moi c'est juste ce qui me fait bizarre, c'est quand les gens font vraiment une critique assassine et puis te traitent de merde, ils te taguent dessus après. Ouais, ça c'est pas forcément, je t'avoue que j'ai appris avec l'expérience que tous les avis sont à recevoir en fait, tu vois, mais t'es pas obligé d'aller taguer la personne pour dire regarde, j'ai dit du mal d'un truc sur lequel t'as planché 4 ans et que t'avais en tête depuis 10 ans, tu vois. Parce que faut pas question de pas oublier qu'en fait derrière t'as un être humain, quoi. Ouais, et puis c'est surtout sur une œuvre aussi personnelle qu'est la bande dessinée, parce que quand c'est un film, je veux dire, même si t'as un réalisateur et des acteurs, il y a tout un ensemble. Il y a un collectif, t'as un ensemble collectif, c'est que là en l'occurrence là t'es vraiment tout seul. Enfin, donc il y a les éditeurs, il y a les maquettistes et tout ça, t'as pas fait le bouquin, tu l'as pas sorti tout seul de ton chapeau magique, mais l'histoire et ce qui est raconté, c'est toi. Ouais, et puis de toute façon, moi je suis ouvert là-dessus, c'est des trucs, je sais très bien que c'est pas parfait parce que c'est plein d'aspérités, c'est 3 ans à taffer sur un truc où
tu vois, si on avait la formule parfaite pour faire des œuvres impeccables sans aucune faute, tout le monde se traite dessus. Et il y a des moments, t'es pas dans le mood, donc ta scène tu la loupes un peu, ton dialogue t'es moins inspiré. Mais je trouve que c'est ça aussi qui rend un projet aussi vivant, c'est que si on s'intéresse un peu aux gens qui sont derrière, en fait, tu dis sans forcément excuser des gros défauts sur un projet parce que tel auteur il avait un souci à ce moment-là, donc mais en fait c'est ça aussi qui le rend vivant. En fait, un projet, c'est que c'est une personne qui est derrière, enfin 3-4 personnes, tu vois, si on compte les camarades qui m'ont aidé à relire le projet, tu vois, mais ça reste très personnel avec ses petits défauts, et nous, quand on sort le bouquin, il y a plein de trucs sur lesquels tu dis merde, j'aurais dû faire ça, donc on a aussi souvent conscience des défauts, hein. On n'est pas non plus aveugle sur le truc. Juste qu'il y a des moments, t'as pas le temps de réajuster, t'as pas le temps de refaire une scène. Puis si tu réfléchis comme ça, tu finis jamais. Est-ce que tu auras toujours quelque chose à redire, alors? Le truc, à un moment, c'est ça aussi qui fait la beauté du truc, c'est qu'à un moment, tu dois le finir et ça devient un instantané de ta vie. Tu vois, je sais que Frontier, ce sera mes années 2010. Enfin, je l'ai commencé au début du Covid, tu vois. Donc voilà, c'est 3 années de ma vie et ce sera imprimé là-dessus et voilà. Et tant mieux, tu vois, je ferai un truc différent après et un truc encore différent après, quoi. Donc il y a pas à chercher à faire un truc parfait qui restera éternel et immuable, quoi. Non, effectivement. Là, quand on avait terminé le premier épisode, t'allais faire la phase de relecture sur les dialogues et tu dis qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, alors. Ouais, c'est. Est-ce que tu peux juste pour l'émission nous expliquer 2-3 trucs qui ont changé pour que les gens se rendent un petit peu compte, parce que eux n'auront pas eu la chance de pouvoir lire la version work in progress. Non, en gros, pour te raconter un peu, c'est que là, entre la version que je t'ai envoyée et celle-là, je pense que 95% des dialogues ont été modifiés. Alors, parfois c'est un mot, parfois c'est une phrase, parfois c'est toute une scène. Mais en fait, nous, c'est un taf qu'on aime beaucoup faire avec le label. On pourra raconter un peu le côté un peu édito, c'est que quand un projet arrive vraiment sur sa dernière ligne droite, quand toutes les pages sont quasiment finies, enfin en tout cas on va dire le dessin, les dialogues posés, peut-être pas la couleur ou des trucs comme ça, on va le relire, soit Ron, Florent, Mathieu, moi, on va le lire de manière un peu distante, tu vois. Même Ron, tu vois, n'avait pas lu Frontier jusqu'à présent, il l'a lu juste à ce moment de relecture. Et c'est vraiment un côté script doctor à fond la caisse, quoi. C'est vraiment, on reprend tout le projet de zéro en termes de dialogue et on réfléchit tous les dialogues, on cherche à comprendre est-ce que toutes les connexions sont bien faites d'une scène à une autre, est-ce que les intentions de caractère sont bien claires pour les lecteurs. Ce travail de relecture, c'est vraiment avoir un regard frais en fait sur le projet. Moi, c'est un moment où j'ai pas participé. Là pour le coup, c'est Ron et Florent, ils m'ont dit envoie-le nous. Et puis on prend tant de jours pour le relire et on te renvoie un PDF avec toutes les annotations pour te dire nous ce qu'on propose. Donc il y a un côté justement, tu vois, où c'est presque un côté un peu en expérience scientifique, tu vois. Moi je donne pas de biais en disant non mais en fait je voulais dire ça, je voulais faire ça. Eux ils l'ont vraiment fait de manière très objective et presque assez un peu dur, tu vois, parce que c'est vraiment sec, hein. Moi je sais que j'avais envoyé le projet et le PDF un lundi et puis j'ai me dit ok, on travaille dessus aujourd'hui. Puis le soir Ron il fait on a bien avancé dessus, là on est à la page 50, tu vois, page 50 en une journée, donc ça va prendre au minimum 4 jours. Je suis ok, d'accord et tout, et là je commence un peu à me décomposer intérieurement. Je crois que je vais même appeler Ron en disant non mais si ils ont mis autant de temps, c'est mort, faut tout supprimer, quoi, faut tout on brûle le bouquin, tu vois. J'étais vraiment deg. Puis il m'a rassuré, machin. Puis il m'envoie en fin de semaine, il m'envoie le PDF et sur le PDF, tu vois, on fonctionne avec des sortes de petites post-it annotations, tu vois. J'ouvre le PDF et là je vois 700 annotations, je suis Et là, pareil, je me suis encore décomposé, je l'ai encore rappelé, je dis non, on le brûle le bouquin, c'est mort et tout, je suis nul, je sais pas écrire et tout. Non, mais t'inquiète, machin et tout. Donc, tu t'apprends à digérer le truc, tu relis les trucs, tu vois que les annotations sont hyper intéressantes. Il y a beaucoup on va dire qu'il y a une grosse partie, c'est de la syntaxe ou de la lisibilité dans les dialogues, dans le flow. Il va y avoir pas mal de corrections qui vont aussi, moi, c'est un truc que je sais pas très bien faire, c'est de bien caractériser une façon de parler par personnage.
tu vois, comme un accent, comme des tics de langage que je faisais pas forcément très bien, et eux, bon, voilà. Alors c'est très léger encore une fois, hein, mais ils ont essayé de se dire, ok, tel perso il parle plus comme ça, lui il est plus familier, lui il est un peu plus, il a un langage plus soutenu. Donc il y a pas mal de corrections là-dessus. Et ouais, comme je disais, par rapport au personnage de Kamina, elle a une scène un peu importante avec Jisoo. Il y a vraiment un dialogue assez lourd de sens vers la fin du projet. Et ça, c'est un dialogue c'est une scène qui sont entièrement reprises pour justement parler de cette quête de rédemption qui a du mal à fonctionner. Donc finalement, en fait, ils ont amené beaucoup de choses. Et après, voilà, le but, c'est toujours de me dire, bah voilà, nous on te propose ça, on en discute si ça t'intéresse. Nous on trouve que c'est plus, ça correspond au personnage. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours ils ont toujours eu ce tact de vraiment se dire, on essaie de vraiment de comprendre le projet et ce que tu as envie de raconter. On essaie juste de le rendre plus intelligible et plus intéressant, quoi. Le but, c'est vraiment pas de repasser par dessus et de quasiment raconter quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, nous, dans le côté un peu collectif du label, c'est que le fait d'avoir ces moments-là, ça enlève toujours un peu de l'ego aussi, tu vois. Il y a ce côté, ok, on est auteur complet, c'est important. J'allais dire, comme ça, si on dit, ouais, c'est mal écrit, tu dirais, c'est pas moi, c'est René Florent. On rejette la faute sur les autres. Non, mais ça permet de se dire aussi, ouais, non, c'est un truc, c'est un boulot qui est collectif, et si les autres peuvent paraître durs à un moment, en fait, c'est pas pour me casser sur mon travail d'écriture, c'est justement, ils ont aimé le projet, mais ils veulent le rendre encore meilleur, et ils veulent que mon travail soit plus reconnu. Et moi, c'est pareil quand je le fais sur leur projet à eux, tu vois, il y a un côté vraiment collectif de se dire, allez, les mecs, on s'entraide pour vraiment que chacun de nos projets perso soit vraiment au mieux qu'on puisse faire à tel instant, quoi. Donc c'est un super travail. C'est vrai que ça permet de redécouvrir aussi un peu ton projet, quand t'as la tête dans le guidon, tu perds un peu des fois un peu les fils narratifs. Moi, je sais que j'avais écrit beaucoup de versions du scénar, donc des fois il y a même des éléments, tu vois, j'avais des dialogues qui faisaient référence à des idées que j'avais en tête, mais que j'ai pas posées vraiment dans la BD, qui faisait partie d'une version précédente, qui était restée à l'étape de script. Et là, il me fait, mais pourquoi ce personnage-là, il évoque ce truc-là alors qu'on l'a quasiment pas vu jusqu'à présent? Et je suis, ah merde, en fait, c'est une idée qui est un peu, c'est une vieille idée qui est restée, tu vois, c'est un peu un vestige d'un vieux script qui est resté. Du coup, bah voilà, eux, ils ont le regard frais pour justement se dire, non, t'inquiète pas, on va le reconnecter à quelque chose d'autre qui est vraiment dans le bouquin. Donc c'est hyper intéressant. Moi, ça me permet tu vois, maintenant, je peux relire le bouquin en étant moins dégoûté du projet, quoi. Enfin, pas dégoûté du projet, mais en tout cas, il y a un côté un peu neuf, et je redécouvre le projet, donc c'est cool. Très bien. Et je termine par une dernière question, qui est un peu la question la plus évidente au final, c'est pourquoi Frontier comme titre? Est-ce que tu le sais toi-même? Parce que ça sonne bien, ouais. Ça sonne bien. Ça sonne très bien, effectivement. Non, bah c'est le lien, c'est la nouvelle frontière, c'est le new frontier de la rue vers l'or, tu vois. C'est vraiment ce côté, ce nouveau territoire un peu neuf. Et c'est un peu un titre un peu qui est un peu vestige de mes premières versions du script, où je devais plus parler de colonies, en fait. C'était plus concentré sur des colonies, sur les planètes de l'univers. Et voilà, quand tu regardes Frontier, un peu dans les sortes un peu de synonymes et tout, il y a tout ce genre outpost, tu vois, vraiment ce côté un peu ville frontalière, ville pionnière. Et genre, ça peut s'appeler pionnière aussi, tu vois, le projet. De toute façon, il y avait ce côté d'idée, ouais, de rouler vers l'or, et Frontier, ça collait bien. Ouais, d'exploration. Moi, j'aime bien les titres en un mot, c'est simple, c'est mon truc. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci à toi. Ça va, parce qu'on a passé en tout 2h30 ou même un peu plus, je crois, là-dessus. Donc, j'espère que, enfin, je te remercie déjà de m'avoir accordé de ce temps pour faire du format long comme ça sur First Print, puisque c'est comme ça qu'on aime les faire ici. Donc, Frontier, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais si vous avez écouté cette partie du podcast, ce serait quand même très curieux. Frontier, c'est disponible en librairie, donc au label 619 aux éditions Rue de Sèvres, disponible partout. Je lui souhaite un très grand succès. À l'heure où on met ce podcast en ligne,
Je pense que le Paris Fan Festival sera déjà passé, donc je vais pas dire retrouver Guillaume sur le stand, mais j'espère que tu auras pu en signer plein, que tu auras pu avoir aussi plein de retours. Et puis je sais que tu n'arrêtes pas du tout la BD, loin de là, donc très très hâte de te retrouver par le futur pour la suite. Merci encore avec à plaisir. toi. Et donc je voulais juste faire un petit message post-générique pour vous rappeler, de toute façon vous l'écouterez pas, mais pour vous rappeler que si vous appréciez ce podcast et les personnes qui viennent présenter leur travail dedans, soutenez-le tout simplement. Vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux, vous pouvez donc vous procurer les bandes dessinées en librairie et vous pouvez aussi nous soutenir, nous, sur Tipeee, pour qu'on puisse continuer de vous présenter des auteurs et leurs œuvres sur le long terme. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.